Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre magazine Le Point. Nous avons fait le choix de vous proposer aujourd'hui un contenu, j'allais dire, pédagogique, mais qui n'en est pas moins important, en ce sens que nous avons beaucoup parlé des CENI. La CENI prépare les élections. Les élections donnent un régime ou un pouvoir légal à un pays pour sa souveraineté. Et la souveraineté de chaque État, c'est notamment ses relations, dans le domaine de ses relations avec les autres nations du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler des relations entre la République démocratique du Congo, notre pays évidemment, et d'autres pays du monde qui sont entre autres réglementés par les traités. Pour cela, nous recevons pour vous sur ces plateaux un diplomate de carrière qui nous a déjà fait l'honneur de sa présence en d'autres fois. Il s'agit de Pierre Kachadile Boukassa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Nous recevons en fait l'écrivain qui est derrière les diplomates de carrière parce qu'il a un livre en jachère sur cette matière-là, sur les traités. Et donc, vous aurez la primeur du livre qu'il aura publié dans les prochains jours sur les traités internationaux. Alors, ça va peut-être être une question d'école. Qu'est-ce que c'est qu'un traité international? Oui, merci, monsieur le journaliste. Le traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international dans le but de faire émerger des effets juridiques. Voilà. C'est laconique, mais c'est ça la définition. Oui, oui, effectivement, tellement laconique, je ne m'attendais pas que vous ayez terminé déjà la réponse. Donc, on peut que j'essaie de comprendre, c'est quoi les effets juridiques d'un traité? Oui, c'est-à-dire que dans un traité, il y a la volonté d'abord des États. La volonté des États amène à ce que soient mises en place les conditions pour satisfaire cette volonté-là. Et dans ces conditions, il y a aussi quelques obligations. C'est-à-dire que vous avez les obligations du respect du traité. Vous devez accepter la procédure pour que ce traité soit valide. Vous devez être d'accord de cheminer ensemble avec les autres États ou les autres sujets du droit international. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui est à la base de la création d'un traité? Bon, vous savez, le monde tel qu'il est conçu, parlant des sujets du droit international, donc des États, et sujets principaux des États, aucun État ne peut vivre seul. C'est-à-dire, moi, je me suffis à moi-même, tout ça. Vous allez remarquer que Dieu a créé le monde de telle façon que ce que vous avez, moi, je ne l'ai pas. Ou ce que vous avez en nombre de 2, moi, j'en ai en nombre de 10 ou 20. À un moment donné, il faut qu'il y ait compensation. En fait, les traités datent depuis des temps reculés. C'était d'abord pour officialiser les relations des monarques, des souverains. Vous savez, à l'époque, c'était les souverains dégageaient une puissance, surtout une puissance armée. Souvent, il y avait des invasions, il y avait des guerres et tout ça. Alors, certains souverains avaient pensé vivre en mode traité avec les autres. Donc, voilà pourquoi, mais on voit le soubassement était lié au commerce, au droit de la guerre, au droit de la mer. Il y a plein de sujets comme ça qui avaient fait que les gens puissent, au lieu de se disputer, ils ont mis des règles en place pour pouvoir vivre en harmonie. Alors, aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que les traités, évidemment, lient les acteurs internationaux
dans les relations internationales, pour ne pas me répéter. Il s'est fait qu'aujourd'hui, il existe d'autres acteurs sur le plan international qui ne sont pas des États, des acteurs non étatiques dans les relations internationales. Je parle ici des multinationales et autres. Est-ce qu'il est possible que des traités soient contractés entre un acteur étatique et cet autre type d'acteur? Belle question. En tout cas, tout accord d'un sujet du droit international avec un autre sujet du droit interne, à l'exemple, par exemple, d'une société multinationale, n'est pas un traité. Les traités concernent le droit international public. C'est-à-dire, les sujets du droit international sont de deux types. Il y a les États, et puis il y a en face des organisations internationales qui sont les dérivés des États. Une société n'est pas dérivée d'un État, même si on peut dire qu'une société a une nationalité, mais ce n'est pas dans l'entendement du droit, ce n'est pas un traité, ça. C'est un accord, un autre accord que nous pouvons intituler d'une autre manière qu'un traité. On peut l'assimiler à une petite convention, parce que la convention et le traité, à des moments, ça se chevauche en termes de synonymie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on emploie convention en droit international, et on peut aussi utiliser convention pour d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec le droit international. Parce qu'en termes d'accord, il y a le traité, qui est usité en droit international, il y a la convention, qui peut servir d'autres sujets ou d'autres termes, et puis il y a un accord tout court, l'accord qui est généraliste, qui peut concerner des gens qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de débattre ici. Entre un État, entre les sujets de l'ordre international et les sujets de l'ordre interne, s'ils s'entendent, ce n'est pas un traité, on n'appellera jamais ça un traité. Mais vous disiez tout à l'heure que les organisations internationales du type celles, par exemple, liées aux Nations Unies, peuvent contracter des traités avec des États. Bien sûr, mais les nations, vous le dites si bien, parce que je venais de le dire aussi, lorsqu'on dit Organisation des Nations Unies, ce sont des États qui se regroupent. Je crois qu'aux dernières nouvelles, on peut en compter 200. Les États qui viennent adhérer, voilà, ils adhèrent. Parce qu'il y a aussi des organisations régionales. Oui, mais justement, ce sont des organisations internationales. Les organisations internationales, il y en a de plusieurs types. Ce sont des émanations, c'est l'émanation des États. Il y a les organisations internationales du type universel, comme l'ONU, c'est-à-dire ça englobe la planète. Il y a les organisations internationales type régional, c'est-à-dire c'est par continent. Et il y a des organisations internationales sous-régionales, comme SADC, CEAC, ainsi de suite. Organisation internationale régionale, l'Union africaine, l'Union européenne. Vous voyez, c'est l'émanation des États. Donc, ils font partie du droit international. Vous voyez, mais il y a une confusion souvent lorsqu'on parle d'organismes internationaux. Voilà, ça c'est du type privé. Les organismes internationaux, ce sont des gens qui créent leurs ONG. Par exemple, la fondation Carter. Voilà. Ça, ce n'est pas une organisation internationale dans le sens du droit international. Non. C'est un organisme international. C'est différent. Ce n'est pas lié aux États. Même si la personne qui est à la tête de cet organisme international est de nationalité congolaise, on ne va pas dire que c'est une organisation internationale congolaise. Non, on ne dira pas ça. Bien. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, quand même, peut-être pour un peu plus d'éclaircissement. Vous avez donné un exemple ici en évoquant la possibilité d'échange entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins, ou ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, au niveau des États. Mais quelle peut être la substance ou le contenu des traités? C'est pour échanger des marchandises, c'est pour échanger des services, c'est pour échanger des biens, ou quoi d'autre? Non, ça, en fait, c'est du type macro.
échanger les biens, tout ça. Bon, on peut appeler ça des accords bilatéraux, par exemple. Oui. Ce sont des accords. Mais le traité au-dessus, le traité a une prépondérance sur ce genre de matière. Les traités, c'est pour des grandes choses. Oui, des choses qui souvent dépassent les frontières nationales, qui peuvent embrasser d'autres pays. Hein? Bon, les traités, c'est vrai, on peut avoir un sujet du droit international d'un côté, et en face de lui, un groupe d'autres États. Justement. Qui signent dans ce cas-là, oui. Voilà. Donc on peut avoir 2, 3 États d'un côté et en avoir autant de l'autre côté aussi. Ce sont des traités. En fait, c'est des grandes matières. Hein, je vais vous donner un exemple. À l'époque, lorsqu'il y avait comment dirais-je, la course aux armements. Vous voyez, l'arme concerne le monde entier. Oui. Mais il y a des pays qui en sont producteurs. Oui. Il y a des pays qui produisent ça. Malgré que le monde entier utilise des armes, tout le monde n'en produit pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux superpuissances avaient l'habitude de vouloir se rivaliser, qui va être au-dessus de l'autre. Les deux superpuissances, vous parlez évidemment des États-Unis et de l'ex-URSS. Voilà. Alors, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils vont embraser le monde. Ils ont signé des accords. Hein, un traité de limitation d'armes, par exemple nucléaires, limitation d'armes de gros calibre, ainsi de suite. Et puis même des missiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore du traité SALT. Ils appellent ça SALT. Ouais. Vous voyez, c'est pour des grandes matières, des très grandes matières. Le traité s'occupe à un niveau international. Bien. Alors, maintenant, quelle est la valeur juridique, j'allais dire, d'un traité par rapport aux lois internes d'un État signataire, y compris évidemment la Constitution? Oui, bon, vous savez, dans la hiérarchie des normes, le droit interne, la Constitution d'un pays est number one. Les lois organiques viennent après, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin. Lorsqu'on parle des sources du droit, oui, il y a la Constitution, il y a les lois, il y a la jurisprudence, il y a comment dire, même les traditions, la pratique, il y a tout ça. Ça, c'est de l'ordre du droit interne. Lorsqu'un État s'hasarde à aller signer un traité, le droit international prévoit que ce traité a primauté sur l'ordre interne. C'est-à-dire que le traité est au-dessus des lois du pays. Le traité sera appliqué avant les lois d'un pays. C'est-à-dire qu'on va taire ses prétentions lorsqu'il s'agit de l'application d'un traité que de l'application d'une loi interne. C'est pas une aliénation? Non. C'est prévu comme ça. Parce qu'il s'agit ici d'un intérêt. Des intérêts, parce que ce qu'on va chercher dans aucun État ne va signer un traité qui va aller contre lui-même. C'est-à-dire qu'on va là-bas pour faire bénéficier à son pays des choses. Vous voyez? Et on doit se dire que les dispositions de ce traité-là doivent avoir primauté sur les lois qui régissent le pays. Mais ils ne peuvent pas être antinomiques. Ils ne rentrent pas en concurrence, non. Mais là-bas, s'il y a un couac, nous savons que... j'allais même parler à Lingala pour dire que Moukolo Esaïe, il y a Moukolo, à sa grand frère, il faut au Bangay, aux grandes sœurs. Mais alors, les traités, une fois qu'on les signe, j'ai comme l'impression qu'ils vont aussi nécessiter une adaptation des lois en interne. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, lorsqu'on s'apprête à aller signer un traité, on regarde son arsenal juridique pour voir s'il n'y a pas des choses qui vont effaroucher les autres. Parce que si dans votre loi interne, vous avez une cacophonie qui peut faire que le traité pas soit déconsidéré, mais soit dérangé, vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter. Hein. Vous allez faire de sorte que les lois, l'ordre interne, soient en harmonie avec le traité. Ah oui. Alors, ce que j'essaie aussi de comprendre, peut-être avec les téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement tous du domaine des relations internationales, dans la procédure pour
signer un traité ou faire partie d'un traité. Un État peut initier ou il est obligé d'adhérer au traité existant déjà. Alors là, c'est deux problèmes distincts. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la conclusion d'un traité. Il y a une cadence, il y a une démarche à suivre. Il y a d'abord les négociations. C'est vrai, l'idée peut venir d'un État, un seul. Il peut venir d'un État puissant, économiquement, militairement, culturellement, peut arriver à drainer les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les négociations. Les négociations, par négociation, on entend la rencontre des plénipots, par exemple. Les plénipots sont des gens qui ont les pleins pouvoirs pour engager l'État. Naturellement, et du point de vue du droit international, il y a d'abord le président de la République, il y a le Premier ministre, et le ministre des Affaires étrangères, et enfin les diplomates, dont les ambassadeurs en premier. Ceux-là sont des plénipots naturels. Mais on peut en avoir d'autres à qui l'État peut céder ses pouvoirs en confectionnant un document qu'on appelle plein pouvoir. On vous donne pour aller engager votre État dans une conférence ou dans une réunion qui va peut-être aboutir à la signature de certains documents, dont le traité. Alors, je disais, il y a une démarche. Il y a d'abord les négociations. Vous voyez des gens aller en mission, un fonctionnaire va en mission avec les pleins pouvoirs pour aller discuter au nom de son État. Ce sont des négociations pour peut-être amener certains membres qui sont importants pour tel traité, pour convaincre ces membres à rejoindre le traité. En dehors des négociations, il y a l'élaboration du texte. On va circonscrire le cadre par la mise en place d'un texte, qu'on va appeler traité plus tard. Et puis il y a la signature. C'est l'expression justement de la volonté des États de se dire que nous allons exercer notre pouvoir de traité. Et j'allais oublier, cette matière de traité a été codifiée dans une convention, une grande convention, appelée Convention des traités. La Convention de Vienne sur les traités, qui a été mise en place en 1969, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, le 29 mai 1969, ça a été initié. Et c'est rentré en vigueur 10 ans après, en 1979, après ce qu'on appelle la 35e ratification. Donc, dans le droit international, on prévoit même le nombre de ratifications pour qu'un traité soit en vigueur. Vous voyez. Alors maintenant, à la fin, pour rejoindre votre question, l'adhésion, c'est un État, un sujet du droit international qui rejoint les autres qui avaient conçu tout ce que je viens de dire, qui ont participé aux négociations, à l'élaboration du texte. Donc, il y a les termes de référence, et puis à la signature. Lui n'était pas là. Mais il accepte tout ce que ces gens ont fait sans lui. Il adhère. C'est ça l'adhésion. Il vient dire, bon, moi je vais... excusez-moi, j'aime beaucoup les lignes à la radio. Faites-vous plaisir. Condition obligation de souboche, nga la sepeli nango naïe pour rejoindre bino. Ça qu'on appelle l'adhésion. Ok. Alors, vous avez évoqué un mot qu'on entend très souvent dans les relations internationales, c'est la ratification. Ah voilà, merci vous. Oh là là, monsieur le journaliste, merci. J'ai oublié. Dans la démarche, j'ai oublié la ratification. La ratification vient justement après la signature. Et qu'est-ce que ça signifie, ratification? C'est un mot très compliqué. Généralement, on voit des gens qui signent. Pourquoi ne pas appeler ça signature? En fait, c'est l'émergence de l'organe compétent pour engager l'État à l'extérieur. Son émergence veut dire quoi? Veut dire que cet organe compétent, c'est cet organe qui va donner le quitus à tout ce qui a été fait depuis négociation, élaboration des textes, signature. Et vous allez voir, il y a un organe qui va émerger. Cet organe, souvent, c'est le Parlement. Dans d'autres États, on peut désigner ça autrement aussi. Les gens qui n'ont pas le système classique du parlementarisme, ils ont d'autres structures. Mais ça veut dire que c'est cet organe qui a compétence
de donner le cutis quant à l'engagement de l'État à l'extérieur. Donc le Parlement, vous allez passer avec vous tout ce que vous avez fait là devant le Parlement. Et le Parlement va dire oui, nous sommes d'accord, il y aura vote, les députés vont voter, puis après, on va dire bon, la RDC a ratifié tel traité. C'est-à-dire que le Parlement de la RDC a donné comment dirais-je, sa permission, son autorisation à l'État d'adhérer ou de rejoindre tel traité et pour que sa mise en vigueur soit effective. Donc les traités non seulement se préparent de manière assez laborieuse, mais en plus, lorsque ils sont signés par les plénipotentiaires, il va falloir quand même qu'un organe interne puisse les ratifier. Ouais. Il faut obliger pour lui donner la valeur, le traité la valeur qu'il mérite. Sinon, et d'ailleurs, les autres membres vous surveillent. Lorsque vous n'avez pas encore ratifié, s'ils savent que vous êtes un élément important, un État important, ils vont vous faire pression. Ils vont vous écrire, tout ça, nous attendons la ratification, nous attendons la ratification. Et puis après, vous passez au Parlement, le Parlement passe au vote et tout ça, et puis le texte est ratifié. Et est-ce qu'il y a un niveau des ratifications, en fait, des signatures pour valider un traité? Celui de Vienne que vous évoquiez tout à l'heure, il a attendu la 35e ratification. Oui, non, là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est du domaine de l'ordre international. OK. Bon, ce que nous étions en train de parler, ça, c'est de l'ordre interne. Oui, je suis allé sur l'ordre international. Ça. Oui. Donc, oui, il prévoit déjà. C'est prévu. C'est comme un texte qui génère ses entrailles. Dans le texte, il est tout prévu. Il est prévu, il faut atteindre tel nombre de ratifications, c'est-à-dire tel nombre d'États qui sont d'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire que si, au départ, vous êtes à 100, par exemple, il y a 100 États, on regarde quand même la majorité. Vous êtes à 100 États, bon, tout ça est prévu. Il prévoit le nombre de ratifications. Quand on atteint tel nombre de ratifications, les textes rentrent en vigueur. Oui, bon, par exemple, pour la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, c'était 22. Ils étaient à la 22e ratification, la Convention est rentrée en vigueur. Mais pour le traité, pour la Convention de Vienne sur le droit de traiter, c'était la 35e ratification. Ça peut changer, hein? Oui, évidemment. Ça peut changer. Évidemment. Une question me vient à l'esprit, qui faisait aussi partie de l'actualité au Congo, en Afrique. Il s'agit de la Cour pénale internationale. À un moment, il était attendu d'un certain nombre des pays africains qu'ils puissent ratifier. S'agissait-il aussi d'un traité ou pas? Oui, bien sûr. C'est un traité. C'est un traité international. Bon, d'ailleurs, votre question tombe à pic parce que on entend par... j'ai senti un souci en vous tout à l'heure. C'est-à-dire, vous vous dites, mais c'est un cachot ou quoi? Donc, quand on y entre, on ne peut pas sortir. D'abord, il y a les réserves. Ouais. Dans un traité, on peut signer sous réserve. C'est-à-dire que quand vous signez, vous dites par exemple telle disposition, nous signons sous réserve. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas totalement d'accord, mais vous comptez quand même. On va en tenir compte le jour des votes ou du vote. On va en tenir compte que non, l'État, John, avait signé sous réserve. Ça peut évoluer. Vous pouvez garder ces réserves longtemps, le plus longtemps possible, comme vous pouvez les faire sauter à un moment donné. Il en est de même du départ. Vous pouvez quitter un traité. Et ce qu'on appelle en droit international l'extinction des traités. C'est le terme requis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sentez que vos intérêts sont menacés ou bien vous ne trouvez plus un compte, vous pouvez quitter. Oui, même si quand on observe la scène internationale, n'importe quel État ne peut pas se décider de sortir. On a plutôt l'impression que c'est un privilège aux États
puissants, entre guillemets, ou à des États marginaux. Hein. Oui, non, il n'y a pas d'État marginal, bien sûr. Non, j'allais justement dire que quand je dis vous pouvez quitter, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y a des dispositions qui sont placées dans ce genre de textes. Il y a beaucoup de conditionnalités aussi pour quitter. On remarque, pour revenir sur la CPI, que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais voulu signer ces traités. Justement parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient contraints à respecter certaines dispositions obligatoires. Hein. Tu vois? Parce que quand vous y entrez, vous devez respecter. Vous devez appliquer ce qu'on dit là-bas. Par exemple, si dans un traité, on dit, voilà, un militaire qui commet des bévues sur un champ de bataille doit être jugé, et les Américains ont trouvé que ce n'était pas bon pour eux. On ne peut pas juger leurs militaires. Pas un truc international. Non. Le militaire américain doit être jugé aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand ils regardent que dans ce traité-là, il y a cette disposition, ils disent, nous, on n'adhère pas. Comme ça, les devoirs et obligations qui découlent de ce traité ne leur sont pas opposables. Vous comprenez? Voilà. Un traité, un autre traité, peut-être dont les communs des mortels ne se rendent pas compte des effets, c'est bien celui qui réglemente la liberté des citoyens de pouvoir vivre ailleurs que dans leur propre pays, lorsqu'ils se sentent menacés. Ouais, les droits non, ça c'est quand ils se sentent menacés, ça c'est la Convention de Vienne pour les réfugiés politiques, de 1951, je crois. Oui. Ouais, là c'est normal. Hein. C'est la voie de l'évolution des droits humains et puis de la considération des lettres. Et c'est les fameux Ngunda, pour utiliser un mot lingala, utilisé beaucoup par des Congolais à l'étranger, mais ça participe de ces traités-là, en fait. Oui, mais c'est pas seulement, il n'y a pas que les Congolais. Les Congolais ont commencé à sortir beaucoup vers les années, je peux vous donner même l'année 80, 81. Avant, les Congolais ne sortaient pas. Ils ne sortaient pas comme ça. Et puis, la Convention datait depuis 1951. Donc, nous, c'est plutôt les autres qui venaient chez nous. Nous, on avait tout ici, hein, et on a toujours tout. C'est un problème de dispatching et de partage. Mais nous, on a tout. Hein. On a tellement de choses que les autres n'ont pas. Hein. On a beaucoup de choses, hein, des bonnes choses ici. Alors donc, les Congolais en ont profité. On profitait justement de la Convention de Vienne sur la protection des réfugiés et apatrides de 1951. Parce que, nous sommes signataires. Hein. Oui. On a signé là-bas. Alors pourquoi ne pas en profiter? Est-ce qu'un traité peut avoir des limites? En fait, il en a forcément. Quelles sont les limites d'un traité? Les limites sont souvent dans les textes lui-même. Les limites sont dans les textes. C'est-à-dire que les législateurs ou les sujets du droit international dressent un champ d'application. C'est-à-dire que ça commence ici, ça se limite là. Et ça varie selon la matière. Donc il y a des limites que je ne peux pas dire parce que, étant entendu qu'il y a plusieurs matières. Exactement. Et donc, le texte prévoit tout. Hein. Prévoit tout. Je vous donne un exemple. La charte de l'ONU, c'est un grand texte qui émane d'un traité qui a vu la création de l'ONU. Mais dans la charte, on interdit la violation des frontières des États. Oui, donc on se fixe, sauf maintenant, un cas par exemple où il y a, par exemple, vous savez, en Afghanistan, où il y a le terrorisme, c'est des choses qui n'existaient pas quand on avait conçu ces traités-là. Mais c'est des choses nouvelles qui amènent à ce que les organisations internationales puissent revoir leur position. Vous allez voir des États se coaliser pour aller attaquer un autre État, mais sous l'égide de l'ONU. Il faut qu'ils aient un mandat de l'ONU. Mais c'est condamné au départ. Franchir les frontières d'un autre État par un autre, c'est condamné. Mais un groupe d'États qui jouissent des bienfaits d'un traité peuvent se permettre cela. Il y a des limites. Il y a aussi des limites à franchir ou à ne pas franchir dans un traité. Il y a aussi l'évolution du monde, l'évolution des relations internationales
cette évolution qui peut faire que certaines choses bougent, on bouge les lignes. On s'est dit, bon, on ne peut pas faire ça, mais avec le temps, avec l'évolution, on bouge. On bouge d'un pas. Oui, mais il y a aussi l'impression que les traités, comme les lois, sont parfois d'application à géométrie variable, selon que il y a tel État qui est concerné ou tel autre. Oui, là, je crois qu'on a déjà eu une fois à déviser sur ça. Vous savez, je vous avais dit que les poids des États ne sont pas uniformes. Je vous avais dit que, quoi que l'on fasse, même si les textes de droit veulent une forme d'égalité, mais pourquoi on parle de grande puissance? Grande puissance. Donc c'est qu'il y a des petites puissances, ouais. Pour dire qu'il n'y en a pas. Donc il y a des grandes puissances qui, des fois, pilotent ces traités-là, et vous tracter par rapport à leur volonté, par rapport à un objectif à atteindre. Vous voyez, donc ça, je ne peux pas. Mais je sais qu'en droit, les États sont égaux. Oui. Dans une convention, dans un traité, les États sont égaux. Mais nonobstant le fait de considérer que ces États ont des poids différents. Il y a des États qui sont trop riches. Vous allez demander l'argent là-bas. Vous allez dire que vous êtes égaux. Non. Les États qui sont trop forts militairement, vous allez demander de l'aide technique, la formation de vos militaires. Vous n'allez pas dire que vous êtes pareil. Justement, avant peut-être qu'on revienne au pays, pouvez-vous nous expliquer souvent ce que gagnent les États, entre guillemets, puissants, ou en tout cas autrement nantis, à pouvoir faire des dons à d'autres? Je vois par exemple l'actuelle Russie qui s'investit à corps perdu, par exemple en Centrafrique, ainsi de suite. On se demande, mais ils gagnent quoi en retour? Parce que ça fait quand même beaucoup de moyens déployés. Un autre pays aussi, il lui est arrivé certainement de bénéficier de ce type de choses. Ils gagnent beaucoup. Ils gagnent beaucoup en termes d'échange. Vous croyez vraiment qu'un État, puissant soit-il, va venir chez vous pour vous donner des choses parce que vous êtes très beau et tout ça? Non. En dessous, il y a des échanges, nécessairement des échanges. Il y a des échanges, par exemple, en nature. Vous amenez des armes, vous armez une armée, vous n'avez pas l'argent pour payer. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes un pays à vocation minière. Il y aura des compensations. Et ces minéraux-là, ces États en ont vraiment besoin. Automatiquement, ça c'est... Mais ça se négocie à quel moment? Parce que la plupart du temps, on ne remarque que les dons. Mais le retour, on ne sait jamais quand ça se fait. Et puis, souvent, ce n'est pas écrit sur le document là. Oui, mais pourquoi on a des ambassades? Pourquoi on a des services de renseignement? Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne dit pas à haute voix. C'est ça la diplomatie. Ah bon, il y a des choses qu'on ne crie pas sous le toit. Il y a des choses qui restent en cachette. Il y a certaines coopérations qu'on ne peut pas étaler sur le grand jour. Bon, ce que vous voyez n'est qu'une partie de l'iceberg. C'est-à-dire que vous voyez les militaires, vous voyez les tenues, vous voyez ça, tout ça. Mais vous devez acheter ça, monsieur le journaliste. Vous devez acheter. Parce que vous n'avez pas l'argent, vous allez acheter ça autrement. Mais il arrive aussi qu'on parle des dons. Oui, les dons, ça c'est autre chose. Les dons, très souvent, les dons constituent un appât, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est un appât, un don. On vous donne maintenant, on va vous donner encore. Un jour, on va vous demander quelque chose. Revenons au pays. Par rapport au traité, est-ce que notre pays peut aujourd'hui s'affirmer sur le plan international? Vous êtes un expert, un professionnel des relations internationales. Comment voyez-vous la nouvelle donne chez nous? Par rapport à quoi? J'ai parlé des traités internationaux qui sont un peu notre entrée en matière, mais après, je vous laisse le loisir de commencer par où vous voulez. D'accord. C'est-à-dire que, bon, j'avais dit, on ne peut pas vivre en autarcie.
nous sommes membres de beaucoup d'organisations internationales qui ont été bâties sur base des traités. Si ma mémoire est bonne, parmi ces organisations internationales, il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui sont bien, il y en a qui nous rendent satisfaction, il y en a d'autres qui sont aussi dans des difficultés. Bon, au total, il y en a au moins 385 où la RDC est membre. Bon, il y a des organisations phares, il y en a où nous ne pouvons pas être absents. Comme lesquels? L'ONU, par oui. exemple. Il y a les organisations sous-régionales ou régionales. Nous ne pouvons pas être absents. Les organisations des défense des droits de l'homme, défense de l'enfant, de la femme, de la famille. Il y a plein de trucs comme ça où nous ne pouvons pas être absents. Surtout tout ce qui concerne l'exploitation, par exemple, des mines et tout, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, nous ne pouvons pas être absents et ça doit rapporter. Non, ça nous rapporte. Et puis, il y a un côté, il n'y a pas que le gain matériel. Il y a aussi le gain lié au prestige. Vous voyez, la diplomatie, il y a des gens qui y sont simplement par le prestige. Même les dons dont vous parlez tout à l'heure. Il y a des États qui font des dons par prestige. C'est-à-dire qu'il y a au Kabelo et Logo parce que Alaxo Gaza Mukolo, il passe bien. Comme les Qatar fait actuellement. Oui, c'est le prestige. Et puis la visibilité internationale. Pour que ces États soient connus du monde et appeler aussi d'autres partenaires. Mais au vu de ce que ça comporte aussi comme contrainte, ne serait-il pas mieux que la RDC donne un coup de balai dans tout ça et se focalise sur des domaines, des secteurs bien précis en ce qui concerne ces traités? Oui, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion. Nous sommes réunis sous la volonté du vice-premier ministre, Christophe Lutundula. On a mis en place une commission tripartite budget, finance, une commission dans laquelle on avait débattu la question des organisations internationales. C'est-à-dire une étude approfondie pour voir ce que nous y gagnons, pourquoi nous devons être là, et ce que nous attendons de ces organisations. On avait fait un travail comme ça, une petite sélection, c'était pas mal. Ça m'a, bon, c'est vrai, je ne suis pas venu ici pour parler de mon travail. Oui, bien sûr. Mais comme il y a une passerelle, je dirais on avait fait ce boulot-là, on a vu que la RDC ne pouvait pas s'écarter de tout. On a un boulot bien, un travail bien. Donc voilà. Les relations internationales, c'est un fardeau, c'est une opportunité pour les nations. Non, pas un fardeau. C'est-à-dire que l'ordre interne, si vous le managez bien, cet ordre a des effets de brillance quand on se projette dans l'ordre international. Vous voyez? Donc la RDC, c'est un grand pays. Un grand pays. Bon, des fois, je me demande si nous-mêmes, nous nous rendons compte de notre grandeur. Nous-mêmes. Alors, nous devons plus arranger l'ordre interne. Dès que vous arrangez l'ordre... Vous savez, quand vous êtes... Je donne l'exemple de la Chine. La Chine a vécu en autarcie pendant 40 ans. Ils ont dit, ils ferment les frontières, ils vont travailler. Voilà les résultats aujourd'hui. Ils ont d'abord arrangé l'ordre interne, mais ils sont en passe de devenir les maîtres du monde du point de vue économique. La Chine. Vous voyez? Donc, arranger l'ordre interne pour aller vers l'ordre externe, donc l'ordre international. Et vous allez voir les effets de votre travail dans l'ordre interne va réjaillir sur l'ordre international. Voilà. Alors, pour terminer sur cette question des traités, j'aimerais que vous puissiez revenir cette fois-là sur peut-être les traités qui ont
régenté ou qui ont réglementé les mondes, et peut-être ça peut nous donner une idée concrète pour pouvoir terminer cette émission. Mais vous avez, d'abord, monsieur le journaliste, vous m'avez aidé tout à l'heure en parlant des réfugiés politiques. Ouais. C'est mondial. Hein, par exemple, quand on dit apatride, il y a des gens qui n'ont pas de nationalité. Hein. Il y a un traité qui réglemente ça. Il ne faut pas les malmener, quoi. Il y a des gens il n'est ni congolais, ni chinois, ni français, il n'a rien, lui. Il est ce qu'on appelle apatride. Il y a un traité qui réglemente cette affaire. Il y a un traité de circulation des fusils à petit calibre. Oui. Hein? C'est mondial. C'est pourquoi dans d'autres États, en dehors des États-Unis, où tout le monde peut avoir une arme, chez nous, lorsqu'on dit circulation des armes à petit calibre, il n'est pas dit que tout le monde doit avoir une arme sur soi, comme nous sommes sur le plateau. Donc, monsieur le journaliste, vous m'énervez, j'ai une arme, vous avez une arme, les gens qui sont autour de nous ont des armes. Tout ça est réglementé. On prend d'abord un traité, et puis on le met sur la base de l'ordre interne, et puis on arrange son arsenal juridique. Voilà. Ok. Voilà, je rappelle que je reçois sur ce plateau Pierre Kachadile Boukassa, écrivain, et c'est à ce titre que je l'ai reçu, et diplomate des carrières. Avec lui, nous avons eu à parler sur les traités, ces accords qui lient ou ces conventions qui lient les États dans leurs rapports. Voilà, j'espère que cette émission aura été d'une utilité quelconque pour vous. Pour moi, en tout cas, elle l'a été parce que c'est chaque jour qu'on apprend dans ce domaine spécifique, et nous ne manquerons jamais de remercier notre invité de prendre de son temps pour venir nous en parler. Nous n'attendons plus que votre prochain ouvrage. Ah oui, bon, c'est vrai que là actuellement, je suis un tout petit peu pris, mais je compte en sortir 2 du coup. Je compte en sortir 2 parce que je suis en retard par rapport à la sortie du livre qui a été annoncé dans l'intérim. Ouais. Il y a un livre qui va sortir sur un questionnement sur la privatisation de facto des structures diplomatiques et consulaires. Et puis après, il y aura sur les traités. Je crois que Dieu va me donner la force, et mes chefs aussi vont me donner la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Eh bien, nous vous le souhaitons déjà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis de partout. Au revoir et à très bientôt.